France Inter, le 13-14, Bruno Duvic. Quelle place pour le Parlement dans le débat public ? Faut-il des réformes pour le rendre plus représentatif de la société et de l'opinion ? Et quelles règles pour garantir un débat digne et fructueux ? Comment lutter contre l'abstention aux élections ? Et quelle marge de manœuvre ont les parlementaires pour mettre dans le débat public des sujets qui leur semblent importants ? Alors que du Rassemblement national à la France insoumise, en passant par les Verts et le Modem, une pléiade de partis politiques pousse pour la proportionnelle aux prochaines législatives, alors que le gouvernement propose d'introduire le vote par anticipation à la présidentielle, la vice-présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, députée du Val-de-Marne, est l'invitée de France Inter jusqu'à 13h45. Vos questions 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Le gouvernement a déposé hier au Sénat un amendement, alors un texte un peu technique sur l'organisation de la présidentielle, pour y introduire la possibilité du vote par anticipation. On pourrait, la semaine précédant le premier ou le second tour, voter sur des machines électroniques. Est-ce que vous y êtes favorable ? Pas du tout. Bon, déjà, il y a un problème de manière. Introduire au dernier moment un amendement sans avoir aucune étude d'impact, c'est déjà problématique. Et puis ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que ça a notamment été pointé par le Conseil constitutionnel. Il y a un problème de fraude potentielle, de hackage possible sur des machines à voter. Et il y a un problème de sincérité du scrutin. Parce que vous imaginez bien, si quelqu'un va voter le mardi, or la campagne officielle se termine le vendredi, et qu'il se passe un gros événement le jeudi, eh bien, il n'y aura pas les mêmes niveaux d'information. Et je crois que c'est important de garder un grand moment de vie politique et citoyenne où justement nous votons toutes et tous ensemble à l'échelle du pays. Et je crois que c'est très dommageable que l'exécutif et Emmanuel Macron jouent en quelque sorte aux apprentis sorciers sur l'élection qui est la plus importante, la mère des élections, l'élection présidentielle, pour décider de notre avenir commun. Alors continuons sur les conditions d'élection. Question de Julien dans le Jura. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Je vous en prie. Moi, le vote numérique m'inquiète énormément, notamment par le fait que du coup, ça revient à faire une boîte noire. Hein. C'est comme si on votait quand on éliminait en fait les urnes transparentes. Et je me demande si le réel objectif de cette loi n'est pas juste de préparer psychologiquement les gens au vote numérique par la suite. Et en fait, la politique. Oui, au vote électronique. La politique des petits pas, en fait. Alors, Mathilde Panot, au-delà du vote électronique, alors réponse à la question de l'auditeur, mais aussi tous les autres instruments, au fond, pour essayer de faire baisser l'abstention, le vote par correspondance, la double procuration, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place ces instruments qui favorisent ou peuvent favoriser la participation ? Alors, la première chose que je veux dire à l'auditeur qui pose la question, Julien. c'est que moi, je suis d'accord que ce n'est pas possible dans notre République d'avoir un moment démocratique où l'on vote sans possibilité de contrôle. Il faut que chacun et chacune qui nous entend... Le vote électronique, ça ne veut pas dire absence totale de contrôle. Si, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de recompter les voix derrière. Donc, il y a eu des décisions du Conseil constitutionnel dans notre pays qui ont dit on fait un moratoire sur les machines à voter dans notre pays. Et je crois que oui, le convide à bon dos pour beaucoup de choses, pour réintroduire du numérique à tout va, et que dans le vote, c'est quand même dommageable parce qu'on a besoin de ce contrôle démocratique. Au-delà de ça, vous parlez du vote par procuration. Ou par correspondance, avec double procuration, vote par correspondance. Tout ça, c'est des choses qu'on peut discuter. Mais déjà, faut-il vraiment les discuter, et non pas les mettre à la dernière minute dans le débat et essayer de passer en force sur des questions. On peut discuter de tout ça. Mais moi, il y a une chose sur laquelle je veux insister. Depuis 2016, l'État refuse de faire des campagnes nationales d'inscription sur les listes électorales. Nous avons aujourd'hui dans notre pays 3 millions de gens non inscrits sur les listes électorales, 6,5 millions de gens mal inscrits, donc souvent qui ne peuvent pas voter. Et on a l'air de se satisfaire d'une grève civique immense dans notre pays, où des gens ne peuvent pas voter parce qu'ils sont inscrits, qu'ils ne sont pas inscrits, où 50%, voire plus parfois, dernière législative partielle chez moi, à côté de chez moi dans le Val-de-Marne, 93% d'abstention. On a l'air de se satisfaire de ça. Moi, j'alerte, ce n'est pas juste un débat technique. C'est un débat pour montrer aussi que nous sommes face à une constitution qui est dépassée et que nous devons retrouver le goût de la politique commun, et notamment, je crois que ça passe par la constituante
monde que nous défendons est la 6e République. Et par des campagnes d'inscription sur les listes électorales. Le MoDem pousse pour l'instauration de la proportionnelle aux prochaines législatives. Proposition de loi, lettre de François Bayrou, lettre co-signée par Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Marine Le Pen, Julien Bayou pour les Verts, Jean-Christophe Lagarde, le centriste, pas les socialistes ni les LR. Pourquoi est-il temps, selon vous, d'introduire la proportionnelle ? Alors nous sommes très favorables à la proportionnelle. Je dis attention quand même parce que je ne suis pas sûre de ce qui est dans la proposition de loi qui a été déposée par le groupe MoDem. Je crois qu'on n'est pas tout à fait d'accord parce que ça ne va pas assez loin, mais on en reparlera concrètement. Pourquoi est-ce qu'on est favorable à la proportionnelle ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de représentation extrêmement fort dans notre Parlement et qu'un candidat avec donc la France Insoumise, par exemple, qui a fait 7 millions de voix, 19% des électeurs qui se sont exprimés à l'élection présidentielle, se retrouve avec 17 députés ensuite aux législatives. Et donc, nous avons une disproportion. Souvent, qu'est-ce qui est reproché à la proportionnelle ? C'est de dire, oui, mais ça va faire rentrer... Oui, puis les voix de la proportionnelle, c'est pas celle de la présidentielle, c'est pas celle des législatives. Oui, mais bon, vous entendez quand même qu'il y a un problème de représentation. On nous dit souvent, on nous répond souvent, oui, mais vous comprenez, ça va faire rentrer le Front National, le Rassemblement National, de manière plus forte dans l'Assemblée. 80 députés, là, selon les projections du Figaro. Oui, et nous, on en aurait aussi beaucoup plus. Mais je vais vous dire, mais tant mieux, parce qu'au moins, quelqu'un irait vérifier qu'est-ce qu'il vote. Moi, je vous dis, à l'Assemblée nationale, je ne vois jamais Marine Le Pen. Je ne vois jamais les élus du Rassemblement national. Comme ils n'ont pas de groupe, personne ne regarde leur vote, personne ne note leur absence. Donc, si on veut combattre le Front National, on ne fait pas comme Macron en parlant comme eux, ou encore comme M. Darmanin, dont Marine Le Pen aurait pu signer le livre, mais on le combat pied à pied sur les idées et sur leur vote. Patrice, au Standard de France Inter, il y a proportionnel et proportionnel. Je ne suis pas sûr que Marine Le Pen aurait signé le livre de Darmanin, vous pensez ? C'est ce qu'elle a dit lors du débat sur France 2. Donc, allez, Patrice, au Standard. Elle aurait pu signer le livre, donc je reprends ses paroles. Patrice, au Standard. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons à propos de la proportionnelle. Oui, beaucoup de citoyens s'accordent à dire que notre démocratie est sclérosée. Concernant la proportionnelle, il y a différents systèmes qui peuvent influer sur la manière de gouverner et notamment la stabilité des gouvernements. Il y a le système au plus fort reste, la plus forte moyenne, le système de Hont. Et j'aimerais savoir quelle est la position de la France Insoumise, sachant que c'est pas parce qu'on va régler ce problème de proportionnel qu'on va régler le problème fondamental qui dévoie notre démocratie, c'est-à-dire l'influence des lobbies par rapport au gouvernement. Et je salue d'ailleurs la France Insoumise qui se bat aux côtés des opposants au lobby nucléaire, notamment en Meuse pour le procès Cigéo. Voilà. Alors la proportionnelle, merci pour cette question Patrice. Il y a deux options à ce stade, proportionnelle quasi intégrale des listes au niveau des départements, Mathilde Panot, ou bien une dose, on ne voterait à la proportionnelle que dans les départements les plus peuplés. Laquelle prenez-vous ? Plutôt le modèle 1986. Modèle François Mitterrand. Oui, plutôt ce modèle-là, y compris parce que sinon vous allez créer à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Ça, c'est les listes au niveau des départements. Nous, on est des républicains, des députés qui seraient élus d'une certaine manière et d'autres d'une autre manière. Et je crois qu'on est tous des représentants du peuple, donc c'est important d'avoir des modalités d'élection qui sont les mêmes. Mais l'auditeur avait raison à l'instant de pointer qu'il n'y a pas que cette question de la proportionnelle. Il y a eu ce qu'avaient revendiqué les Gilets jaunes et que nous portions dans le programme sur le référendum d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire, la reconnaissance du vote blanc. Bref, nous, ce qu'on propose, on est plutôt favorable à celle de 86, mais nous, ce que nous voulons, c'est remettre tout à plat, redéfinir les règles du jeu par le peuple qui est le seul souverain dans ce pays et pas Emmanuel Macron qui se croit le monarque présidentiel dans une 5e République qui le favorise grandement. Et vous croyez que ça va passer, la proportionnelle, d'ici à la fin du quinquennat, là, tous les partis poussent. Est-ce que le gouvernement va être contraint ou va accepter, puisque c'était une promesse d'Emmanuel Macron de le faire d'ici à la fin du quinquennat ? On a l'habitude d'avoir un Emmanuel Macron qui ne respecte pas ses promesses. Il avait dit qu'il ne toucherait pas au niveau des pensions et il essaye de faire passer une réforme des retraites. Donc on va voir. Pas encore passé là non plus. Oui, grâce à la mobilisation populaire sur laquelle on a beaucoup aussi pris part à ce mouvement-là. Et peut-être le mais oui, j'espère que ça pourrait passer, mais on va voir ce que va dire ce gouvernement qui quand même, et c'est le problème principal, dans un moment de crise sanitaire comme celui que nous sommes en train de vivre, préfère utiliser des mesures autoritaires décidées seules, notamment dans un conseil de défense, plutôt que d'avoir une démocratie indispensable en pandémie. Alors à propos du Covid, nous sommes peut-être en train d'échapper à un nouveau confinement. Est-ce que sur ce coup, vous dites qu'Emmanuel Macron a plutôt résisté aux pressions des médecins qui appelaient quasi unanimement à un reconfinement préventif en janvier ? Est-ce qu'il a trouvé un équilibre entre mesures de précaution et activité sociale ? Non, en fait, le problème que je pointais à l'instant, c'est qu'Emmanuel Macron décide seul. Mais là, est-ce que la décision a été bonne ou pas ? Nous avons de ne pas reconfiner. Oui,
nous avons présenté il y a 3 mois un plan d'alternative au confinement en disant on ne peut pas laisser la France en prison volontaire pendant des mois et des mois parce qu'on sait que la situation autour du Covid va rester et qu'on a besoin de reprendre une vie sociale. Contrairement à ce que pense Emmanuel Macron, nous ne sommes pas des homo economicus qui seront seulement bons à aller travailler et à dormir. Et le problème du couvre-feu à 18h, qui est en fait un semi-confinement, une sorte de confinement, eh bien, tout le monde le voit ici. C'est pas la même chose quand même. Oui, mais c'est pas la même chose. Mais vous voyez bien le problème. Justement, on a besoin d'étendre les plages sur lesquelles les gens peuvent se retrouver, peuvent réouvrir les bars, les restaurants, les lieux de culture, justement parce que nous sommes des êtres sociaux, dans le respect des gestes barrières. Parce que se passe-t-il avec cet horaire de 18h de couvre-feu? Il se passe qu'entre 17h et 18h, tout le monde est dans les supermarchés au même moment, tout le monde est dans les transports au même moment. Et nous le disons, il faut organiser la société par roulement, par petits groupes. Et c'est comme ça qu'on arrivera à vivre avec le Covid. Alors au stade où on en est, c'est-à-dire une épidémie en plateau, légère baisse, mais la menace des variants qui est présente et les épidémiologistes encore inquiets, on fait quoi là, 18 février ? Eh bien, je vous le dis, on organise la 17 février, ça veut dire quoi, roulement d'ailleurs? Alors, je vais vous donner un exemple. Ça veut dire qu'on n'envoie pas tout le monde travailler en même temps. On définit des secteurs d'activité qui, par exemple, vont commencer à 7h, d'autres qui vont commencer à 8h, d'autres à 9h, d'autres à 10h. Et avec ce système-là, eh bien, ça ne permet qu'on ne soit pas tous entassés au même moment au des endroits. On fait des règles sanitaires pour rouvrir les restaurants, pour rouvrir toutes les petites entreprises. On rouvre les restaurants. Pour rouvrir les lieux de culture. Oui, je crois qu'on a besoin de ça. Il faut se rendre compte à quel point ce que nous sommes en train de vivre, y compris même avec le couvre-feu et pas juste avec le confinement, y compris avec le couvre-feu, a des effets sur du long terme qui sont dévastateurs. Pour l'instant, regardez les universités, combien de temps on a mis à les rouvrir. Pour l'instant, elles ne sont rouvertes que pour les L1. Combien de suicides d'étudiants, combien en termes de santé mentale on est en train de faire souffrir les gens et bien sûr de situations d'explosion de la pauvreté. Eh bien, suicide, c'est toujours dur de faire un lien entre une situation et un suicide, comme vous le savez. Bien sûr, mais il n'empêche que lorsque vous avez 30% des étudiants qui disent qu'ils ont eu des pensées suicidaires, je pense que là, on est sur une situation sérieuse sur laquelle il faudrait se pencher. Nous, on demande le RSA pour les jeunes, qui est quand même pas la panacée. Eh bien, je pense qu'il faut s'occuper sérieusement de la situation de la jeunesse de notre pays. Juste, vous rouvrez les restaurants qui rouvrent quasiment nulle part et qui sont considérés comme des hauts lieux de contamination. Vous les rouvrez. Vous êtes au pouvoir, vous les rouvrez aujourd'hui. avec des règles sanitaires, de combien de personnes peuvent être là selon la taille du restaurant. Mais oui, je crois qu'il faut aller vers ça. Parce que sinon, nous nous retrouverons toujours dans une situation où on va continuer à empêcher les gens de se voir. Je crois qu'il faut retourner vers une vie sociale réelle. Les psychiatres, notamment, alertent sur cette question. Un mot de la présidentielle, Mathilde Panot. Oublions un instant les questions de personnes. Qu'est-ce qui empêche une union de la gauche à la présidentielle, sachant qu'une question clé, c'est l'accès au second tour, que les chances de la gauche d'y accéder sont beaucoup plus fortes s'il y a une gauche unie. Vraiment, on met de côté les personnes. Qu'est-ce qui empêche France Insoumise, Verts, Socialistes de rouler ensemble à la présidentielle et de renforcer leurs chances d'accéder au second tour? Déjà, je vous remercie de la question parce qu'effectivement, il n'y a pas une question de personne derrière, même si parfois en politique... Ça compte, on va pas être innocent, ça compte. Il n'empêche que la question fondamentale, c'est la question du programme. Déjà, juste pour déconstruire un mythe rapidement, depuis 1958, il n'y a jamais eu de candidature unique de la gauche. En 1980, où François Mitterrand avait été élu, il y avait 5 candidats de gauche. Mais là, l'enjeu de l'accès au second tour est particulièrement difficile. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce que l'on est en train de faire notamment, c'est-à-dire avoir un travail programmatique. Et nous le disons, nous appelons depuis 5 ans à ce qu'il y ait une fédération populaire, à ce qu'on discute des sujets. Mais nous sommes pour l'union dans la clarté. Qu'est-ce que ça veut dire quand on veut dire ça ? Ça veut dire que nous n'allons pas nous retrouver avec des gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, par exemple, sur l'Union européenne, sur, par exemple, nous défendons la retraite à 60 ans, sur quelle est justement la vision... Donc il y a de trop grosses différences de fond pour qu'il y ait une union, c'est ça que vous nous dites ? Non, pas forcément. Pas forcément, il y a des trop grandes différences de fond, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne va pas mentir aux Français et aux Françaises. Et je crois qu'il faut être clair sur le programme. Et bien sûr que nous sommes prêts à discuter de ce programme. Et d'ailleurs, nous avons lancé aujourd'hui un comparateur de programme qui nous permet, là aussi, de continuer les discussions avec les différents partis politiques. Mais plus que ça, d'ailleurs, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, compatibles à 90% avec notre programme. La Convention citoyenne pour le climat, aussi à 90% dans notre programme. Donc, on continue ce travail programmatique qui est le plus important parce que c'est la vie des Français dont il s'agit. Et on s'arrête là. Merci Mathilde Panot d'être venue dans les studios de France Inter. 13h45.